Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, parce qu'on a décidé qu'aujourd'hui, l'actualité, c'était Proust et on va essayer de vous en convaincre grâce à nos invités. Tout d'abord, au cinéaste Christophe Honoré, bonjour, car votre film Guermantes sort en salle aujourd'hui. Vous êtes accompagné de la princesse de Parme, je veux dire Florence Viala. Bonjour Florence Viala. Et ce film donc qui présente des sanitaires aux loges de la Comédie Française, une caméra, la vôtre Christophe Honoré, qui suit une troupe qui monte Proust. On va en entendre un extrait, mais peut-être avant mon camarade Charles Dantzig. Bonjour Charles. Bonjour Guillaume. On vous doit notamment une anthologie des écrivains français racontée par les écrivains qui les ont connus, avec par exemple un portrait de Proust par Anna de Noailles, et puis également une théorie de théorie. Avant cela, peut-être, dites-nous, Charles, ce que montre le film de Christophe Honoré, Guermantes. Ce que montre le film de Christophe Honoré, Guermantes, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre qui ne peut pas se faire et qui se fait quand même à cause de la pandémie. Des répétitions se font malgré tout au Théâtre Marigny. Et j'ai trouvé que c'était Si vous mélangez les acteurs de bonne foi de Marivaux, la farandole finale du 8,5 de Fellini, et que vous ajoutez des odalisques connus qui sont très honorés, vous obtenez le film de Christophe Honoré qui, pour moi, est un film d'amour, mais un film d'amour à l'envers. Ça commence par la cruauté et ça finit par la tendresse. Et ce film montre donc le quotidien d'une pièce de théâtre, d'une troupe qui monte cette pièce de théâtre et qui vit dans une sorte de huis clos cette période particulière, parce qu'évidemment tout cela renvoie aussi à ce que nous avons vécu, Charles Dantzig. Nous l'avons vécu avec douleur, n'est-ce pas ? Ça dépend, peut-être vous, mais je ne sais pas. C'est là qu'on a appris toute la différence entre la solitude et l'isolement, non ? C'est-à-dire que là, une chose nous était forcée, nous était imposée, qui était l'isolement, alors que la solitude, on l'a choisie. Je ne sais pas comment Christophe Honoré a pris ça, mais... Pourquoi avez-vous décidé de filmer donc cette troupe en train de monter cette pièce, cette réflexion, cette théorie finalement sur le théâtre, pour utiliser les schémas danzigiens? Je l'ai pas du tout décidé en fait. Ça a surgi. L'éventualité de faire ce film en fait est apparue à la fin du premier confinement. Effectivement, on était juste avant au mois de mars en fait, on était en train de répéter avec la troupe de la Comédie Française et puis comme tout le monde, on est rentré chez soi. Et puis après, en fait, quand il y a eu le déconfinement l'été, les signaux n'étaient pas vraiment au vert en fait. On ne savait pas si on allait pouvoir reprendre nos répétitions à la rentrée. Et Eric Ruff m'a proposé, puisqu'il y avait les acteurs, puisqu'il y avait le décor, d'investir en fait le plateau et de ce plateau de théâtre, essayer d'en faire un plateau de cinéma. Et donc c'est comme ça en fait que le film s'est inventé, mais vraiment avec les acteurs, au jour le jour. Et qu'on s'est un peu à la fois confronté à la situation réelle, qui était une troupe qui ne sait pas si elle va jouer. Et puis moi, ça me permettait aussi de regarder de plus près, on va dire, les comédiens de la Comédie Française. Oui, alors, en fait, ce film, il a été tourné effectivement avec un protocole assez particulier, Christophe Honoré. Le protocole, en fait, c'était c'était une équipe très très légère. C'est-à-dire qu'il y avait Rémi Chevrin, le chef-op, un ingénieur du son, un perchman et 2 assistants et moi. C'est-à-dire que c'est assez rare en fait au cinéma qu'on puisse se permettre d'être comme ça très très léger. Et puis ça a permis de donner une méthode de tournage qui était presque un peu documentaire. Et puis après, on s'est lancé dans des improvisations avec les acteurs et petit à petit, le film s'est tricoté. Je me tourne justement vers l'une des actrices, Florence Viala. Qu'est-ce que ça vous a fait de tourner dans ce film ? À quoi ce tournage ressemblait-il ? Ça m'a fait beaucoup de bien de tourner dans ce film parce qu'en fait, on nous annonçait qu'on arrêtait. Donc, en gros, on faisait plus de théâtre, on ne travaillait plus. Donc, d'un seul coup, on vous propose, on est actrice et on vous propose de tourner avec Christophe Honoré. Ça fait plutôt plaisir. Et puis, de travailler autour de la pièce qu'on avait commencé à travailler, à répéter. Voilà, c'était comme si on emmenait un peu nos personnages un peu en vacances. Enfin, c'était très étrange comme ça de les sortir du théâtre et de les emmener dans les jardins pour dîner à Marigny. Et c'était...
En ce qui me concerne, si on pouvait toujours tourner comme ça, je serais folle de ne pas tourner plus. Parce que c'était tellement léger au niveau technique. On était tellement avec Christophe, on était tellement proches tous, il fallait aller vite. Et il fallait qu'on s'écoute, qu'on se suive tous, puisqu'il n'y avait pas vraiment il y avait une ligne de conduite, mais il n'y avait pas vraiment de texte, voilà, il y avait des... Donc voilà, on était très, très ensemble et c'était très léger. Et l'une des conséquences de ce protocole Christophe Honoré, c'est de voir Christophe Honoré dans le film. Ouais, oui, c'est peut-être un des problèmes du film. Mais, Non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je demande, où j'avais comme ça cette demande en fait envers les acteurs. De se laisser regarder de près. Et puis, Florence, par exemple, elle s'appelle Florence dans le film. Donc, on jouait comme ça sur une espèce d'incertitude sur les identités. C'était à la fois nous et puis en même temps, ça fictionnait déjà. Je me suis dit qu'il fallait que je sois avec eux. Ça aurait été très, très étrange, en fait, de demander à un metteur en scène de venir jouer mon propre rôle. Donc, évidemment, moi, en tant qu'acteur, je suis absolument incompétent, donc très vulnérable. Et ça... Je crois que ça a donné aussi quelque chose de particulier au film, en fait. C'est-à-dire que soudain, les positions de metteur en scène et d'acteur étaient peut-être moins figées, on va dire, que sur un film habituel. Et pourquoi jouer Proust, Christophe Honoré? Pourquoi décider de porter Proust? Alors là, c'est donc un montage un peu particulier, une réflexion sur le théâtre, une réflexion sur le théâtre dans le cinéma, probablement un rapport, je ne sais pas, avec des films classiques comme La Nuit américaine, mais Proust, c'est tout d'abord une décision de le porter au théâtre. Ouais, si j'étais un peu provocateur, je dirais pourquoi jouer autre chose que Proust, en fait, puisque vous pouvez à peu près tout évoquer en fait en travaillant sur Proust. Non, c'est compliqué parce que Proust, très honnêtement, ça appartient à la littérature et j'allais dire ça n'appartient qu'à la littérature. C'est rarement ça peut infuser le cinéma, ça peut infuser le théâtre, mais l'idée en tout cas d'une adaptation est souvent assez complexe, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et là, ça venait en fait de la proposition de la Comédie Française de venir faire une mise en scène avec cette troupe. Et c'était au moment en fait où la salle Richelieu était en travaux, donc la Comédie Française se déplaçait à Marigny. Et puis quand ils me l'ont proposé, tout de suite j'ai pensé en fait à cet épisode central et important et précieux dans la recherche qui est la mort de la grand-mère dans les jardins de Marigny. Et j'ai tout de suite imaginé une espèce de scénographie qui s'ouvrait comme ça sur les jardins. Et c'est comme ça que ça s'est cristallisé et que j'ai fini par proposer qu'on travaille sur Proust et particulièrement sur le côté de Guermantes. Bon, alors je vais me tourner vers le Proustien dans le studio. Charles Dantzig, tourner un film et surtout monter Proust au théâtre. On pourrait dire une chose, c'est que si Proust avait voulu écrire une pièce de théâtre, il aurait écrit une pièce de théâtre. Mais les adaptations en général de Proust, moi j'ai trouvé ça pas très intéressant. Au cinéma, il y a eu Schlöndorff qui était assez plat, à mon avis, à part la très bonne idée de caster le baron Alain Delon dans le rôle du baron de Charlus, où il lui donnait la tête de Robert de Montesquieu. L'adaptation la plus intéressante était Raoul Ruiz, à mon avis, et c'est la plus intéressante parce que elle trahissait Proust, elle ne respectait pas Proust. Et c'est ce qu'a fait Christophe Honoré dans sa pièce. C'est-à-dire, à partir du moment où on se met à respecter Proust, ce qu'aurait probablement fait Visconti, vous savez que Visconti avait un projet d'adaptation de la recherche du temps perdu, pour moi ça aurait été le plus mauvais cinéaste possible pour Proust, parce qu'on aurait eu toutes les fleurs, tous les pianos, tous les rideaux en velours, et il aurait été très fidèle. Or, ce qu'il y avait d'intéressant dans la pièce de Christophe Honoré en particulier, c'est qu'il en faisait une chose qui était c'était du Honoré à partir de Proust. Par exemple, le début de la pièce, un personnage au tout début, puisque je l'ai vu, j'ai vu une des 7 malheureuses représentations qu'il a eu à Marigny. Au début de la pièce, un personnage qui se regarde dans un miroir, c'est Swann, c'est...
Non, c'est le narrateur. C'est le narrateur, oui, c'est ça. Et qui se regarde dans le miroir et qui dit son nom et qui le répète, et qui le répète, et qui le répète. Et il est évident que tout le monde a reconnu la citation d'Antoine Doinel dans le film de Truffaut qui se regarde dans le miroir en disant Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Donc c'est comme ça, en malaxant les choses, en se les appropriant. Et je pense que c'est la meilleure façon. Moi, si on adaptait mes romans au cinéma ou au théâtre, je demanderais qu'on me trahisse. C'est la meilleure façon de faire une vraie œuvre indépendante du respect, qui est la chose la plus terrible qui puisse exister en art, à mon avis. Commence La Princesse de Parme, autrement dit, vous, Florence Viala, le fait d'incarner un personnage de Proust, qu'est-ce que ça signifie pour vous, actrice ? Moi, j'ai découvert Proust avec Christophe Honoré. J'avais lu la recherche, j'avais lu Les jeunes filles en fleurs il y a très longtemps. J'étais restée un peu sur le côté, pour tout dire. Et sur le côté, c'est-à-dire sur le côté, ça vous avait pas parlé. Ça m'avait ennuyé, voilà, j'avais pas du tout compris. Enfin, je suis pas sûre d'avoir toujours compris maintenant, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plus intéressée aujourd'hui avec le regard de Christophe. Pourquoi ? Et notamment sur le film, d'ailleurs, encore plus que sur la pièce, parce qu'effectivement, la princesse de Parme, elle est quand même. C'est qui la princesse de Parme ? La princesse de Parme, elle incarne vraiment la noblesse. Elle est au-dessus de tout ce monde dans le salon de Guermantes. Elle est au-dessus socialement, mais elle incarne beaucoup un petit peu ridicule, et surtout la solitude, une grande solitude c'est ce que j'en ai lu, hein, mais de ces gens justement qui sont tellement hauts, qui sont seuls, et que une forme de vacuité. Et puis on est avec eux parce qu'il faut, mais pas forcément parce qu'on l'a choisi. Donc voilà. Et elle le sent, elle le sait, je pense. Voilà. On écoute un extrait de ce film Guermantes. Laurent Lafitte répète Cyrano. Ces parfums, cette heure et la nature, que de parler comme un billet d'eau de voiture. Laissons d'un seul regard les astres. Laissons d'un seul regard. C'est bon, t'es propre là, je crois. Laissons d'un seul regard ça sur le ciel, nous désormais, les souvenirs du ciel. Tournons dans mon cœur comme dans un grelot et comme tout le temps. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, tu fais une petite minette. Une amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Oh, putain. Allez, va te coucher, là, c'est bon. Quelle scène, là? Hein? Le balcon. Allez, bonne nuit, petit gars. Oui, Du courage, là. Tu t'es lavé les mains? Oh là là. Oh là 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 là. Quand on entend que la bande son Christophe Honoré, eh bien, on ne comprend pas complètement ce qui se passe. Alors, je vous propose de nous donner les images. Non, c'est-à-dire que voilà, cette troupe décide de continuer à répéter malgré le fait qu'ils comprennent en fait qu'ils ne joueront jamais cette pièce, et ils finissent en fait par passer la nuit au théâtre, et donc ils se dispersent dans tout le théâtre, et chacun dort dans les loges, dans les travées de la salle. Eux, ils sont plutôt dans un local technique, Laurent Lafitte et Johan Gazorowski, et Laurent en fait, il se dit que puisque cette pièce ne va pas se jouer, il va pouvoir jouer le Cyrano de Denis Podalides, qui lui a accepté en fait qu'on joue avec des masques. Et c'est pour ça qu'il se met à répéter en fait la pièce. Et pendant ce temps-là, Johan lui se brosse les dents, fait pipi dans le lavabo, et vient en fait briser tout le charme du texte de Rostand. Et alors justement, le fait de présenter la vie prosaïque d'une troupe de théâtre, de montrer l'envers du décor, de montrer aussi les discussions, puisque on voit que le pouvoir n'est pas nécessairement où l'on croit qu'il est dans une pièce de théâtre ou dans une troupe. Il y a beaucoup de discussions, et les décisions, eh bien, elles doivent se prendre. Je ne sais pas si c'est à la majorité, à l'unanimité, votre point de vue, Christophe Honoré.
Ah bah ça, c'est le fonctionnement après de la comédie française. Je pense que Florence, elle le connaît beaucoup mieux que moi. Moi, je suis provincial, donc je sais pas, quand j'arrive en fait dans la comédie française, j'ouvre grand les yeux, j'essaye de comprendre. Je les trouve aussi mystérieux en fait que si je débarquais, je sais pas, dans une loge maçonnique. Et ils sont pleins de rituels, plein de protocoles, plein de règlements. Et puis, comme je suis un petit peu teigneux, j'ai tendance un petit peu à les taquiner des fois avec ça. Mais c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement qui, en même temps, au bout du compte, civilise beaucoup les rapports. Et je crois que c'est important parce que malgré tout, vous êtes combien 60 comédiens qui habitent dans la même maison, qui sont en gros À la en Comédie internat Française. pendant des années ensemble. Vous voyez, ça peut vite être une marmite en surchauffe. Et je pense qu'il faut trouver beaucoup de règles en fait pour réussir à maîtriser tout ça. Ça se passe comment à la Comédie Française? J'ai le droit de dire un petit truc. Ah bah vous, par même rapport un gros à truc. rebondir sur ce que vient de dire Christophe. C'est-à-dire que. Parce qu'il faut dire, Florence Viala, que vous êtes actrice à la Comédie, À la Comédie Française. Française. Et donc, voilà, c'est votre vie que celle que vient de décrire Christophe Honoré, sauf Oui, si vous n'êtes complètement. pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et le film d'ailleurs reflète beaucoup la vie de la troupe, même si c'est une fiction et qu'on dort pas dans le théâtre et qu'on fait pas du ping-pong entre les répétitions. Mais ça raconte quand même ce lien qu'on a tous entre le travail et l'intimité. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que la présence de Christophe dans le film, par exemple, et ce qu'il en a fait, je trouve, c'est exactement ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'on dirait un peu le narrateur. Il est un peu à la place du narrateur d'une certaine manière dans le roman. Pour moi, c'est Marcel. C'est-à-dire qu'au départ, il nous regardait comme si on était un peu une secte quand il est arrivé pour monter Guermantes. Et même, on le sentait un petit peu... C'était pas forcément sympathique. Enfin, on se disait, tiens, il nous regarde vraiment, oui, comme une secte, comme une loge maçonnique, comme, je sais pas, ça lui plaît moyen, nos règles, il se moquait un peu de tout. Il continue, mais j'ai l'impression que comme Marcel, lui, va être très déçu en regardant ce groupe de gens qu'il décrit pendant le roman, là, j'ai l'impression que Christophe, à l'inverse, est un peu tombé amoureux de la troupe. Je sais pas, je le regarde pas parce que peut-être qu'il dit non de la tête, Non, mais je crois que d'une certaine manière, il a découvert notre façon de fonctionner comme ça. On va poursuivre cette intéressante thérapie entre le metteur en scène Christophe Honoré et son actrice Charles Dantzig. En est le spectateur. Théorie de théorie, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Grasset, Charles Dantzig. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer à évoquer Proust et il y aura aussi beaucoup d'actualités. Proust, France Culture, vous nous direz ça dans quelques instants. Charles Dantzig, 8h sur France Culture. 8h15, la suite des matins avec vous, Guillaume Erner. Merci Margot Delpierre. À qui pensez-vous au réveil? À un autre ou à vous-même? Non, ce n'est pas moi qui pose la question, c'est Charles Dantzig. C'est sa théorie des autres dans Théorie de théorie, le livre qu'il publie chez Grasset. Charles est notre invité, notamment pour parler de Proust, car Proust est à l'honneur avec Guermantes, le film que Christophe Honoré a tourné, qui sort en salle aujourd'hui, et Florence Viala, qui est également des nôtres, y est la princesse de Parme. On les retrouve dans quelques instants, dans 30 minutes environ. Quentin Lafay nous présentera ce matin une transition dans le monde de la mode. Adèle Vendrette s'intéressera au peintre Manet et Arnaud Laporte recevra le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Bonjour Frédéric Seyss. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans votre billet politique, on évoque la primaire écologiste. Yannick Jadot sera donc le candidat à la présidentielle des écologistes. Il sera désormais soutenu par tous ses compétiteurs de la primaire. Alors ça c'est le principe, vous avez raison, mais un petit regard vers le passé récent nous enseigne que ce n'est pas toujours aussi simple. Dans quelques instants. France Culture. L'esprit d'ouverture. À quoi pensent les chats? Comment se mettre dans la peau d'un poulpe? Et qu'a-t-on en commun avec les souris? Sur France Culture, Géraldine Mosna-Savoie. Dans les chemins de la philosophie, 4 émissions, 4 animaux, de Colette à Donna Haraway, sans oublier La Fontaine, de quoi réveiller l'humain dans l'animal et inversement. Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Suite des matins à 8h16. Le billet politique Frédéric Seyss, Yannick Jadot a donc remporté la primaire écologiste, mais avec 51% des voix seulement. Il n'aura pas la tâche facile pour rassembler sa famille politique. Oui, c'est à la fois la vertu et le drame des primaires. Elles obligent les candidats à l'émulation, à la concurrence et donc à la divergence. De cette division émerge un vainqueur, autrement dit, elle découpe pour mieux trancher. Et maintenant, comment réunir l'ensemble de la famille écologiste ? L'enjeu n'est pas mince pour Yannick Jadot. Avec seulement 51% des voix, il est un vainqueur non hégémonique, un survivant d'un cheveu, d'un fil face à cette machine à broyer les favoris qu'a toujours été la primaire écolo. Son adversaire, Sandrine Rousseau, représente donc presque la moitié des sympathisants verts. Par ailleurs, au cours de sa campagne, elle a souligné aussi des points de convergence avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui en retour dit d'elle le plus grand bien. Dès lors, l'unité des écologistes est-elle gagnée d'avance jusqu'à la présidentielle d'avril prochain ? Difficile, évidemment. D'ailleurs, dès hier soir, Alice Coffin, proche conseillère de la candidate défaite, plaçait sur les épaules de Yannick Jadot la responsabilité de la cohésion des troupes. Certes, les candidates et les candidats de cette primaire se sont engagés publiquement à soutenir l'élu des urnes, mais hélas, un rapide regard vers les précédents scrutins de ce type amène à relativiser la solidité de ce type d'engagement. En 2017, par exemple, à l'issue de la primaire socialiste, Manuel Valls déclare ceci. Benoît Hamon l'a emporté et je tiens chaleureusement à le féliciter. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Nous sommes le 29 janvier 2017. 2 mois plus tard, le 29 mars, toujours Manuel Valls. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. Alors bien sûr, l'effet de superposition est un peu facile. Les détracteurs de Manuel Valls y voient, avec des arguments, la quintessence du reniement en politique. Mais si l'on observe les primaires passées, c'est loin d'être un cas isolé. Toujours en 2017, Benoît Hamon avait également été lâché par François de Rugy, passé au macronisme, lâché aussi par Arnaud Montebourg, qu'il avait certes soutenu fugacement avant de se retirer sur son Aventin et de choisir un autre candidat dans les urnes, comme il l'a confié récemment sur France Inter. Jean-Luc Mélenchon, qui a été une solution en 2017, il était la solution. D'ailleurs, j'ai voté pour lui. L'on devine derrière ces défections toutes sortes de causes. L'amertume d'avoir perdu, le désaccord idéologique, le calcul carriériste, des causes qui peuvent d'ailleurs s'entremêler. Il semble toujours y avoir de bonnes raisons de révoquer son engagement. À droite aussi, la primaire avait généré des effets secondaires. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé n'ont pas franchement aidé François Fillon, pour le dire de manière pudique, et les révélations autour d'un éventuel emploi fictif ont achevé de libérer la conscience de ceux qui voulaient tourner Kazakh. L'actuel ministre des Finances d'Emmanuel Macron déclarait ceci en novembre 2016, c'est Bruno Le Maire. Je veux plus que jamais être un acteur du rassemblement de ma famille politique. Je voterai pour François Fillon au second tour de la primaire, dit Bruno Le Maire. Mais quelques mois et une mise en examen plus tard, ce soutien est devenu insoutenable, pourrait-on dire. Bref, jusqu'ici, les primaires n'ont pas vraiment rehaussé la crédibilité de la promesse publique. Comme chacun sait, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Dicton à réactualiser avec les éoliennes. Chez les Verts, pendant cette primaire, Sandrine Rousseau s'est distinguée de Yannick Jadot, en particulier sur le degré de radicalité des politiques publiques à mettre en œuvre. Cela pose une question, à quel moment un parjure devient-il acceptable en politique ? Merci Frédéric Seyss pour ce billet politique. Vous avez entendu que Christophe Honoré, le cinéaste, voulait également commenter la politique, mais je lui ai expliqué qu'il devait s'en tenir à commenter Proust et son film Guermantes, et c'est cela qu'on va faire dès maintenant, 8h21. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, parce que votre film, Christophe Honoré, Guermantes, est en salle aujourd'hui même. Florence Viala, ici même, et la princesse de Parme. Dans ce film, c'est un film difficile à résumer. C'est une mise en scène d'une histoire qui touche au réel. Vous étiez en train d'adapter Le Côté de Guermantes, un morceau d'À la recherche du temps perdu pour la comédie française. Et puis voilà, finalement, cette pièce ne peut pas se monter et vous filmez
cette troupe qui est en train de répéter, qui continue à répéter. On parle de Proust également avec vous. Charles Dantzig, vous publiez Théorie de théorie, et puis je crois que vous avez en préparation une opération originale et inédite avec France Culture, un podcast Proust. Expliquez-nous en quoi ce podcast va consister. Original, inédite et sans équivalence. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de ça, je pense, Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, m'a dit « Tiens, si vous réfléchissiez à ce qu'on pourrait faire pour une année Proust ». Et donc, je me suis mis au travail et ça a fini par ça. C'est Proust le podcast. Et à partir de ce matin où nous en parlons jusqu'au 18 novembre 1922... C'est un beau lapsus. Voilà, jusqu'au 18 novembre 2022, qui sera le 100e anniversaire de la mort de Proust, il y aura sur cette chaîne, sur France Culture, toute l'année, donc pendant 14 mois, pardon, des émissions sur Marcel Proust, sur plusieurs thèmes. Tout ça n'est possible que... D'abord, ça n'a jamais été fait dans le monde sur aucun auteur, ce qui est d'ailleurs assez amusant quand on pense à la notoriété de Proust. Quand il est mort, il était connu de 50 personnes, et peut-être que lui-même serait surpris d'être devenu l'écrivain français peut-être le plus connu du monde. Toujours est-il que ça n'est possible que sur France Culture grâce à la variété des talents et des compétences des producteurs et des productrices, puisque c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a des émissions sur quantité de sujets sur la chaîne, et que chacun des producteurs s'est emparé et est en train de s'emparer de tel ou tel sujet de l'œuvre ou de la vie de Marcel Proust. Mais pourquoi ? Parce que Proust, c'est un monde pour vous, Charles Dantzig, parce qu'il y a tout dans Proust ? Mais parce que c'est un monde pour beaucoup de gens. Je vous le disais, c'est l'écrivain français le plus connu du monde. Il y a des traductions dans le monde entier. Je pense qu'il a surpassé Victor Hugo en notoriété. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'homme d'une œuvre, parce que, et c'est ça qu'on expliquera aussi dans le podcast. Je crois que c'est Mathieu Garrigou-Lagrange qui commencera par nous expliquer pourquoi Proust, c'est avant tout la recherche. Et la chose intéressante, c'était qu'avant la recherche du temps perdu, c'était un écrivain mondain, un peu flagorneur, qui écrivait des portraits flatteurs des duchesses dans le Figaro, et personne se serait attendu à cette explosion de génie. Justement, vous qui faites des théories de théorie, Charles Dantzig, pourquoi est-il devenu l'écrivain le plus connu au monde, l'écrivain français le plus connu au monde ? Qu'a-t-il qui parle autant à l'époque ? Rien. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'un grand écrivain parle de lui-même, parle éventuellement de son temps, de ses sentiments, mais ça n'est pas parce qu'il a quelque chose de ressemblant à la société dans laquelle il vit qu'il est intéressant, c'est parce qu'il porte quelque chose d'éternel. Quand Proust parle de l'amour, il parle de l'amour relativement à la conception qu'il en a, et chacun prend là-dedans ce qui fait écho. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Honoré ? Oui, non, mais enfin, vous savez, je pense que chaque lecteur de Proust qui se plonge vraiment dans cette œuvre et qui prend le temps de la déplier petit à petit, il a tout à fait conscience en fait que ces heures-là à lire Proust sont des heures très importantes de sa vie, tout simplement. Et ça, c'est une expérience en fait. Vraiment de l'ordre d'un peu d'une transcendance quand même, c'est-à-dire que quand vous êtes lecteur de Proust, et quel que soit le lecteur de Proust que vous soyez d'ailleurs, parce que vous pouvez être un lecteur charmé, agacé, ennuyé, la question elle n'est pas là, c'est que soudain vous voyez bien en fait que quand vous êtes plongé en fait dans ce roman, dans cette œuvre, en fait vous n'êtes plus le même, et en plus il vous accompagne beaucoup sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'il vous fait redécouvrir la vie. C'est tout le principe en fait de Proust. Donc évidemment qu'il est essentiel. On pourrait dire, mais je pense que Charles Dantzig le dirait bien mieux que moi, c'est-à-dire que les Anglais ont Shakespeare et nous en France en fait on a Proust, c'est-à-dire que il contient toute la littérature française à lui tout seul, et vraiment c'est, je veux dire, pour toute personne qui à un moment a été lecteur, et on sait bien qu'il y a des gens qui ne seront jamais lecteurs dans leur vie, mais en tout cas quand vous êtes lecteur et que vous êtes en fait plongé dans la recherche, c'est un moment très privilégié en fait de votre existence. Mais on risque de ne pas être d'accord avec vous, Charles Dantzig. On pourrait dire que Proust parle à l'époque parce qu'il est question notamment de hiérarchisation sociale, il est question du fait de se sentir ne pas appartenir à un milieu, donc ça pour la question sociale, mais aussi des questions extrêmement intimes, la jalousie par exemple. Vous n'êtes pas jaloux, mais d'autres personnes peuvent l'être. Par conséquent, il y a beaucoup de thèmes chez Proust qui... Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que
vous savez, Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle Considération inactuelle et on continue à le lire. C'est-à-dire la personnalité de Proust imprègne tellement son livre que c'est ça et son point de vue qui nous intéresse. Et évidemment, à partir de ça, il y a à l'intérieur de Proust des choses qui résonnent maintenant. Par exemple, Reynaldo Hahn, son ami, disait « Nous étions deux petits jeunes hommes vieillots ». Et on pourrait penser à Proust comme un petit jeune homme vieillot. Or, dans sa vie et dans son œuvre, par exemple, on voit l'emploi des nouvelles technologies. Il est un des premiers à parler du téléphone. Il y a un morceau de bravoure sur les demoiselles du téléphone dans son livre. Il parle de l'automobile, il parle de l'avion. Lui-même avait voulu acheter un avion pour un garçon qui draguait. Il a eu l'intention d'acheter un avion. C'était en 1910, tout le monde ne faisait pas ça. Il avait dans sa chambre un objet dont je ne sais même pas bien à quoi il ressemble, mais je crois que c'est François Saltiel chez nous qui va l'expliquer, qui était un théâtrophone. Et qui était une machine qui permettait, on était enfermé dans sa chambre et qui était reliée à certains théâtres de Paris et qui permettait avec un écouteur, par un système de tuyauterie, d'écouter ou de la musique ou du théâtre. Je vous propose d'ailleurs d'écouter du théâtre, ou plus précisément Florence Viala. Et oui, Florence Viala, vous êtes là, mais vous êtes aussi quelque part en train de lire À la recherche du temps perdu. Je vous propose, on va vous écouter. Irrité de l'interruption de sa femme, le duc la tint quelques instants sous le feu d'un silence menaçant. Et ses yeux de chasseur avaient l'air de 2 pistolets chargés. Cependant, Madame d'Arpajon avait échangé avec la princesse de Parme sur la poésie tragique et autres, des propos qui ne me parvinrent pas distinctement, quand j'entendis celui-ci prononcé par Madame d'Arpajon. « Oh, tout ce que Madame voudra, je lui accorde qu'il nous fait voir le monde en laid, parce qu'il ne sait pas distinguer entre le laid et le beau, ou plutôt parce que son insupportable vanité lui fait croire que tout ce qu'il dit est beau. Je reconnais avec votre Altesse que, dans la pièce en question, il y a des choses ridicules, inintelligibles, des fautes de goût, et que c'est difficile à comprendre, que cela donne à lire autant de peine que si c'était écrit en russe ou en chinois, car évidemment c'est tout excepté du français. Mais quand on a pris cette peine, comme on est récompensé, il y a tant d'imagination. » De ce petit discours, je n'avais pas entendu le début. Je finis par comprendre non seulement que le poète incapable de distinguer le beau du laid était Victor Hugo, mais encore que la poésie qui donnait autant de peine à comprendre que du russe ou du chinois était, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Florence Viala, on vient de vous entendre, c'est une performance, il faut le souligner, et on vous voit jouer dans le film de Christophe Honoré, Guermantes, où vous êtes la princesse de Parme, et puis cette lecture qu'on vient d'entendre, c'est une lecture d'une traite, donc non pas de la totalité de la recherche, ça dure 1 heure, vous ne vous reprenez pas. Lire Proust et lire ce passage, qu'est-ce que ça vous a inspiré, Florence Viala ? C'était joli parce qu'on m'avait donné le passage justement qui me concernait dans le spectacle de Christophe du côté de Guermantes. Mais c'est surtout que là, moi je suis juste un passage de cette grande épopée qui a été lue par toute la troupe. Certains sont passés, je crois Dominique Blanc qui adore faire ça, a lu 4 ou 5 fois. Denis Podalides aussi ont lu beaucoup. Moi j'ai lu 2 fois. C'est en direct c'était en direct sur la petite chaîne YouTube de la Comédie Française, et donc on a lu toute la recherche, voilà, avec un passage de relais de la troupe comme ça. Et puis, il y a aussi dans ce film dans lequel vous avez joué une réflexion sur le théâtre dans le cinéma. Christophe Honoré, c'est une forme classique, c'est une forme de théorie pour utiliser le titre du livre de Charles Dantzig. On pense à d'autres films où il est question du cinéma en train de se faire, je ne sais pas, Truffaut, La Nuit américaine par exemple. Oui, dans La Nuit américaine, d'ailleurs, le titre même porte cette idée, puisque La Nuit américaine, c'est un filtre en fait qu'on met devant la caméra pour pouvoir tourner des scènes de nuit en plein jour. Et c'est vrai que chez Truffaut, il y a cette idée comme ça que dans ce film, il montre les coulisses en fait d'un plateau de cinéma. Et dans Guermantes, il y a cette idée des coulisses. Alors peut-être plus que La Nuit américaine, mais même si La Nuit américaine
elle-même d'ailleurs est très influencée par des films de Renoir. Moi, je pense plus au Carrosse d'Or ou à French Cancan, qui est un film d'ailleurs de Renoir, en fait, qu'on a regardé tous ensemble avec les comédiens de la Comédie Française. Pourquoi ? Parce que justement, il y a... Qu'est-ce qu'il raconte, ce film ? Dans French Cancan, en fait, c'est les aléas d'une troupe qui essaye de monter un spectacle de French Cancan et tout est contre eux. Tout est constamment contre eux. Et au bout d'un moment, évidemment, ce qui importe plus, en fait, c'est la vie de la troupe. C'est les amours au sein de cette troupe que le spectacle vraiment représentait. Même si dans French Cancan, il est quand même représenté à la fin. Et moi, c'était ça qui m'intéressait, en fait, dans Guermantes. C'est cette idée... pas tant de passer dans la coulisse que d'abolir en fait la frontière entre la coulisse et le plateau. Alors vous avez théorisé, vous avez filmé le théâtre en train de se faire, et vous, Charles Dantzig, vous avez cette manie étrange de théoriser la littérature, les petits faits, de faire un classement de l'existence. Vous avez une œuvre éclectique, on vous doit des romans, on vous doit des essais, et puis on vous doit des encyclopédies. Je ne sais pas comment c'est chez vous, je sais un peu, mais c'est si bien rangé que cela. Vous avez la manie comme ça de faire des catégories de tout. Je pense que ça participe d'une panique. J'ai l'impression que le monde est un très grand désordre, que ça grouille de toutes parts, que ça n'a pas de sens ni de direction. Et donc, de temps en temps, mais que ça peut m'arriver dans des romans aussi. Un de mes romans qui s'appelait Histoire de l'amour et de la haine était rangé par thème. Et donc, je me dis, il faut absolument ranger ça, sinon tu vas devenir fou et tu ne vas rien comprendre. Mais alors, on pense à cette taxinomie, à cette catégorisation que l'on doit à Borges et qui a été popularisée par Michel Foucault, où il est question d'une encyclopédie chinoise, je crois que Borges l'a inventée, où les animaux sont classés en fonction de petit A appartenant à l'empereur, petit B embaumé, petit C apprivoisé, petit D cochon de lait, petit E sirène, bref. C'est un peu ça le style Dantzig, c'est une manière d'ordonner les choses, mais c'est complètement idiosyncrasique, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ces théories, par exemple une théorie des retours, ou bien une théorie de la consolation, ou bien une théorie de la création comme suppression, Charles Dantzig. Je suis content que vous citiez Borges juste par vanité, parce que au moment où j'ai choisi ce titre, je me suis dit, tiens, ça pourrait être le titre d'un livre qu'écrirait un personnage un peu dingue de Borges. Les classifications, vous savez, ça participe d'une tentative de rationalité. On peut parler, je ne sais pas moi, le tableau de Mendeleïev, par exemple, qui classe les éléments, fer, nickel, chrome, etc. C'est rationnel, mais est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est plus raisonnable qu'un classement de choses que je fais qui est pour moi une théorie des choses déprimantes, comme par exemple dans les choses déprimantes, moi je trouve qu'un croissant de la veille c'est très déprimant, un lavabo en plastique moulé dans un hôtel de gare c'est très déprimant, les rues à boutiques franchisées c'est très déprimant, et c'est toute la différence entre la rationalité et la raison. On y voit aussi un certain nombre de vos passions. Alors on va reparler de Proust, aussi des inimitiés. Rimbaud, oui, c'est-à-dire que Rimbaud, il y a deux choses. Je ne suis pas un grand fanatique de ses poèmes. Je trouve que les poèmes en prose et les textes en prose, je trouve qu'Une saison en enfer et Les Illuminations sont des grandes choses. Les poèmes, je ne trouve pas que ça soit un si grand poète que ça. Et surtout, ce qui est intéressant chez Rimbaud, c'est comment... C'est d'abord que Rimbaud, c'est un t-shirt maintenant. C'est le Che Guevara de la littérature française. C'est-à-dire, il y a sa tête, la photo de Carja reproduite, et plus personne ne lit Rimbaud. D'ailleurs, Proust Rimbaud... aussi, j'ai vu des assiettes Proust. Bientôt des mugs. D'ailleurs, il faut noter que Rimbaud n'était pas aussi joli garçon que la photo de Carja nous le montre, parce qu'elle a été retouchée, donc ce petit minois n'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, c'est très logique, parce que Verlaine aimait plutôt le genre trapu et costaud. Et d'ailleurs, quand il a vu Rimbaud arriver à la gare du Nord, quand il est allé le chercher avec Charles Cros, il a été très frappé des grandes mains de paysans de Rimbaud. Et Rimbaud était un type odieux. Rimbaud était un type odieux. Il est arrivé à Paris, je dis dans cette théorie de l'extinction du rimbaldisme qu'il a raté Paris, mais il l'a bien cherché. C'est-à-dire tout le monde l'a accueilli grâce à Verlaine à bras ouverts, et il s'est comporté immédiatement comme un sale type. Charles Cros, le poète, lui prête son appartement
pour loger. Qu'est-ce qu'il fait? Il brûle un des manuscrits de Charles Cros. Qui fait ça? Qui brûle le manuscrit d'un homme qui vous prête son appartement? Un autre lui prête un appartement, place Saint-Sulpice, à côté de chez Catherine Deneuve. Il jette les meubles par la fenêtre pour les casser. Enfin, ça a été au point, il injuriait tout le monde, il engueulait tout le monde. Ça a été au point que sur le fameux tableau de Fantin-Latour, vous savez, où tous les poètes d'époque sont réunis, un poète de l'époque qui était connu, qui s'appelait Léon Véra, a refusé de poser, tellement Verlaine était odieux, Rimbaud était odieux, merci, et il a été remplacé par un pot de fleurs. Mais Rimbaud représente un truc, si vous me permettez Guillaume, représente quelque chose qui est l'adolescence et qui est une chose qui est finie. Rimbaud était un surgissement de l'adolescence dans la littérature française, qui a continué après, qui a fleuri avec des choses comme Le Grand Maulne, qui est un grand roman de l'adolescence. Et puis ensuite, ça a continué jusqu'en 68. On a cru que ça durait toujours. Et en fait, 68, ça a été comme le bouquet final de l'adolescence. Et maintenant, l'adolescence n'est plus à la mode. Ce qui est d'ailleurs une chose très triste. Mais Rimbaud, c'est ça. C'est la fin de l'adolescence. Et je pense qu'il n'est pas impossible que Rimbaud, ça s'éteigne avec cette espèce de... premièrement de non-lecture et de t-shirtisation du poète et de fin de l'adolescence. Christophe Honoré, une réaction? Charles Dantzig me fait beaucoup rire. Mais c'est ça qui est très amusant en fait dans ses livres. C'est que son savoir est toujours absolument teigneux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'est pas doux en fait. Et son dernier livre est comme ça en fait. Et c'est ça qui est tellement amusant et du coup, je sais pas, stimulant intellectuellement. C'est-à-dire c'est une érudition teigneuse. C'est-à-dire qu'il ne cesse de nous dire, il range pas sa chambre, au contraire, il fout le bordel dans la nôtre. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup chez lui. Et alors, il est évidemment question de Proust, mais alors, comme vient de le dire Christophe Honoré, c'est un peu dérangé dans votre chambre. Alors, on trouve Proust et la purée, par exemple. Oui, c'est dans une théorie du futur antérieur et des temps que l'on emploie volontiers. C'est une histoire très touchante. Je parlais de Reynaldo Hahn, l'ami musicien de Proust. À la fin de sa vie, Proust était malade et refusait de se soigner. Le frère de Proust était médecin et s'adresse à Reynaldo Hahn en lui disant « Écoute, essaie de le persuader de se soigner ». Et il existe une lettre qui a été vendue aux enchères il y a quelques années de Reynaldo Hahn à Proust en 20-21, vraiment tout à fait à la fin de sa vie, avec des retouches manuscrites de Reynaldo Hahn à sa lettre qui a dû être dactylographiée après pour permettre le confort de la lecture de Proust. Et il y a une phrase très belle, il lui dit « Toi qui es l'homme que j'ai le plus aimé de ma vie » et il raye « que j'ai le plus aimé de ma vie » et il le remplace par « que j'aurais le plus aimé de ma vie », ce qui est pour moi d'un tact infini parce que le passé composé sous-entendait la mort déjà imminente de Proust. Et la lettre continue par cette chose qui est pour moi le comble de la tendresse, comme quoi je ne suis pas que teigneux, Christophe, c'est que Reynaldo Hahn le gronde, comme on gronde un ami, il lui dit « ça n'est pas bien, vous ne mangez rien, vous devriez manger ne serait-ce qu'un peu de purée ». Et pour moi, ces trois mots, un peu de purée, c'est toute la tendresse du monde. C'est toute la tendresse du monde, c'est-à-dire tout d'un coup, le monde qui souffre est regardé par des gens qui deviennent des mères. C'est les mères qui donnent la purée. Et puis, toujours parmi les manies de Charles Dantzig de classer, j'ai entre les mains un autre de vos livres. Mais alors, c'est une anthologie des écrivains français racontée par les écrivains qui les ont connus. Et il est bien entendu question de Marcel Proust. Marcel Proust par Anna de Noailles. Et vous dites la chose suivante, Charles Dantzig, au même titre que Voltaire à Ferney et le beau regard bleu de Germaine de Staël, la visite à Proust est une rengaine de la littérature française. Oui, beaucoup d'écrivains, après sa mort, ont bien compris que ça enflait, et donc ils se sont tous empressés de raconter leur visite à Proust, et certains ont fait une carrière pendant 40 ans là-dessus. Des noms Emmanuel Berle, par exemple. Qui était mais il n'a pas fait une carrière. Non, il a raconté l'épisode de la pantoufle. Oui, mais il a raconté l'épisode de la pantoufle. Que l'on va raconter d'ailleurs. 72 fois. C'est-à-dire qu'Emmanuel Berle, qui était donc cet essayiste, un très bon essayiste, mari de Mireille, la chanteuse, et qui a commis la très grande erreur d'écrire le premier discours de Pétain, La terre qui ne ment pas, c'est pas la meilleure chose qu'il ait faite de sa vie, était ami de Proust. Et Proust, il est allé voir Proust un jour, et Proust avait cette théorie très intéressante, c'est que je partage, c'est qu'il ne croyait pas à l'amitié. Proust disait l'amitié, ça n'existe pas, il n'y a que des formes d'amour. Et Berle n'était pas d'accord et il discutait avec Proust et Proust en a eu marre et lui a jeté sa pantoufle à la figure. Ils ne se sont plus jamais vus et jusqu'à la fin de la vie de Proust. Mais Berle est mort en 1976. Je crois qu'il est mort de la crise de
comme Paul Morand de la canicule de 76. Et ben, pendant 50 ans, il a raconté dans chaque interview « Alors, je suis allé voir Marcel Proust, il me jetait sa pantoufle à la figure. » Il a perdu les lettres de Proust dans les tranchées, Perle, ce qui, là aussi, a dû alourdir sa culpabilité. C'était moindre par rapport au premier discours de Pétain, mais malgré tout, il se sentait aussi coupable de ça et il a tenté effectivement de se faire pardonner pour cela. Et en tout cas, on voit que Proust avait d'ores et déjà une notoriété, ce qui est quand même assez étonnant parce que Proust est peut-être l'un des auteurs les plus difficiles à lire, les moins d'époque. Je peux vous interrompre. Proust est un écrivain très facile à lire. Proust est un écrivain très facile à lire. Ce qui est difficile à lire, c'est 50 Shades of Grey ou Daniel Steele, parce que c'est tellement mal écrit qu'on se prend la tête pour essayer de comprendre ce que ces phrases veulent dire. Ça, c'est compliqué à lire. Proust, la seule raison pour laquelle les gens, je crois, pensent que Proust est compliqué, c'est son rythme. Parce que lire Proust, c'est comme traverser la mer. Mais c'est pas compliqué de traverser la mer. Il suffit de s'adapter à une nage, il faut s'adapter à son rythme et à partir de là, c'est très facile. Il n'y a pas de mots compliqués dans Proust, il n'y a pas de... Évidemment, il y a des réflexions, il y a des pensées, mais Balzac en est plein, Dostoïevski en est plein, donc il y a absolument, je vous assure qu'il n'y a absolument rien de compliqué dans Proust. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Honoré ? Oui, non, je crois que c'est vrai. D'ailleurs, c'est souvent assez étonnant, en fait, quand on commence à lire Proust, au bout d'un certain nombre de centaines de pages, on se dit, mais finalement, c'est facile. C'est très rare, en fait, qu'on reste sur cette première impression. Et je pense que Charles a tout à fait raison. C'est vraiment une question de rythme. Il faut s'accorder à un moment un rythme de phrase, à aussi le moment du sens dans la phrase n'arrive pas forcément au moment habituel. Mais après, on peut pas dire c'est pas Joyce Proust. C'est beaucoup plus simple à lire. Et lorsqu'on le joue, Florence Viala, alors on vous a entendu tout à l'heure lire du Proust, dans Guermantes, on voit jouer du Proust. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on est actrice ? Le jouer, c'est plus facile parce que Christophe avait relevé les moments dialogués, donc, et avait lui-même réécrit des choses, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la difficulté de lire quand j'étais plus jeune, parce qu'aussi on respecte, il y a une culpabilité aussi quand on lit Proust. On nous dit que c'est un grand auteur, que c'est des gros livres, que c'est des grandes phrases sans virgule, dont on ne sait pas comment ça finit. Oui, c'est principalement ça qui peut effectivement faire un peu peur. Et en fait, c'est Christophe qui nous avait donné la méthode en disant mais lisez, laissez-vous aller, c'est pas grave. Vous lisez une phrase que vous ne comprenez pas, vous la relisez 2-3 fois, et si ça va pas, vous laissez passer, vous enchaînez sur la suite. Et c'est vrai que le rythme ensuite arrive à la lecture beaucoup plus facilement. Je vous propose d'entendre un autre extrait de Guermantes, un extrait de votre film, Christophe Honoré, qui sera en salle aujourd'hui, où vous jouez Florence Viala, la princesse de Parme. J'ai vu que tu m'avais appelé, mais je pense que j'avais plus de batterie. Oui. Ben, on a répété pas mal, et puis... Non, je suis désolée, j'ai pas fait... Voilà. Non, mais c'est pas simple, en fait. On répète, mais on sait pas du tout ce que ça va donner, on sait pas du tout si on va jouer. Et ben, en fait, on répète encore, voilà. Il y a encore 3 jours de répétition, et on répète encore. Mais on s'amuse pas du tout, on répète, on travaille, et voilà. J'ai dormi sur place, parce que c'était beaucoup plus pratique. Pour moi, on avait passé une super soirée, et puis voilà, c'est... Non. Ah ben j'ai honte de rien du tout. De toute façon, je déteste avoir honte. Alors, on fait quoi maintenant? Comment? Oui. Je suis d'accord, c'est ridicule. Bisous, je t'embrasse. Dominique Blanc au téléphone avec son mari, comme vous l'avez entendu, mais j'aimerais une description de la scène, Christophe Honoré. C'est une scène qui fait écho à une première scène où, au moment où justement le comité de la Comédie Française décide que la pièce n'aura pas lieu, et Dominique Blanc en fait s'isole de la troupe et annonce à son mari que la pièce va pas avoir lieu. Elle dit: j'en suis tellement contente. Et on sent vraiment que pour elle c'est un soulagement que ce spectacle ne se fasse pas. Et puis finalement 2 jours après, alors que
voilà, cette troupe essaye malgré tout de rester ensemble. Et ben, elle va passer la nuit en fait au théâtre sans prévenir son mari. Et donc le lendemain matin, un peu honteuse, elle appelle son mari pour lui faire croire qu'on a travaillé toute la nuit, alors que non, en fait, cette troupe n'a pas passé la nuit qu'à travailler, loin de là. C'est un drôle de milieu quand même, le théâtre. Vous voulez dire ? Vous voyez, ils n'ont pas fait que travailler la nuit, ils mentent, ils couchent un peu. Enfin, ça, c'est tous les milieux. Alors là, vraiment. Moi, je l'ai vu dans votre film. Mais ça, c'est travaillé aussi. C'est travaillé, ça. Ah ouais. Non, après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une très grande sensualité en fait dans la troupe de la Comédie Française, et c'est vraiment une espèce de machine désirante et désirable. Je sais pas comment dire ça. Et je m'attendais pas moi à ça. C'est-à-dire qu'ils ils se tripotent tout le temps. Ils sont très très. Non, mais c'est vrai, Florence. On peut bien l'avouer. Allez, on peut bien dire ça. Ils sont quand même très tactiles les uns avec les autres, et ils ont un côté, pour le coup, très adolescent en fait dans leur manière de constamment, je sais pas. Ils ont besoin de se toucher en fait pour comme s'ils voulaient tout le temps vérifier qu'ils sont bien là. Florence Viala, je crois que vous devez réagir. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. On a un rapport très physique, peut-être, pour vérifier si on est bien là. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est encore d'époque ? Parce que, voilà... de se toucher ? Oui. Oui, après, il faut bien se laver les mains, c'est tout. Oui, on peut dire les choses ainsi. On peut dire en tout cas que l'on voit cette vie de cette troupe confrontée à une situation inédite et confrontée à un dispositif qui est tout aussi inédit. Et votre film, donc Christophe Honoré, qui sera en salle aujourd'hui, Guermantes, où l'on retrouvera notamment Florence Viala, mais aussi Laurent Lafitte, Dominique Blanc, ou bien encore Sébastien Pouderoux. Et puis Charles Dantzig, on peut vous retrouver en librairie avec Théorie de théorie chez Grasset, une anthologie des écrivains français racontée par les écrivains qui les ont connus. C'est aussi chez Grasset, dans cette collection que vous dirigez, Les Cahiers Rouges. Et puis on peut vous retrouver peut-être dans Personnage en personne. En personnage en personne, ou d'ailleurs, dans le cadre de Proust, le podcast, j'enregistrerai très bientôt pour début novembre le personnage de Oriane de Guermantes, qui évidemment n'est pas le moins intéressant d'À la recherche. C'est qui en quelques mots ? Oriane de Guermantes est une femme de la noblesse qu'admire le narrateur quand il est jeune, parce que pour le narrateur, les personnes sont des lieux. Donc, il admire cette femme parce qu'elle porte un nom historique de l'histoire de France, qui voit des vitraux dans l'église de son village, etc. Il l'admire. Et tout son objectif est de faire sa connaissance. Il l'a fait. C'est une femme exquise, moqueuse, spirituelle, un peu méchante. Et puis, on va se retrouver dans un podcast, le podcast Proust. Voilà, c'était la première aujourd'hui. Et je vous propose d'accueillir